INA Podcast. Comment éduquer les enfants et les adolescents à la sexualité ? La question, il faut bien l'avouer, reste encore un peu tabou en France, notamment lorsqu'il s'agit de confier ce rôle à l'école. Oui, le débat divise et ne croyez pas que ce temps est dépassé. Pourtant, les cours d'éducation sexuelle sont normalement obligatoires du primaire au lycée depuis 2001. Seulement voilà, ce n'est pas appliqué. Pour y pallier, un nouveau programme d'éducation sexuelle voulu par le gouvernement est donc en vigueur depuis la rentrée et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais au fait, que contient ce nouveau programme ? Est-il bien appliqué ? Comment et pourquoi éduquer les enfants à la sexualité ? Tout ça, on en parle avec vous. Gurvan Le Gallec, bonjour. Bonjour. Journaliste au Nouvel Obs, vous suivez les sujets liés à l'éducation. Et vous, Maëlle Chaland-Belval, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Comitis, organisme de formation professionnelle spécialiste de l'éducation affective et sexuelle. En 2 mots, il consiste en quoi cet organisme ? En 2 mots, nous avons 3 missions. La première, c'est d'intervenir auprès des enfants et des jeunes à la demande des établissements, d'animer des formations professionnelles pour les adultes et d'éditer des outils pédagogiques pour soutenir l'effort pédagogique autour de la vie affective et sexuelle. C'est-à-dire former les adultes, former les profs à transmettre... Exactement, former les professeurs, les éducateurs à transmettre ces contenus. On va développer tout ça avec vous, on va parler de tous ces sujets, mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Enseigner la sexualité à l'école, ça fait longtemps, très longtemps, que la question fait débat. Déjà, en 1950, on consacrait du temps d'antenne pour évoquer la nécessaire éducation à la sexualité aux plus jeunes, avec un ton très 1950. Écoutez. Il y a aussi l'éducation sexuelle, proprement dit. C'est-à-dire le devoir de faire comprendre aux enfants, aux adolescents, que l'instinct sexuel est un instinct redoutable qui, laissé sans contrainte, risque de les entraîner à toutes sortes de perversions, leur faire comprendre que cet instinct, comme tous les autres, doit rester sous la dépendance de la volonté et de la raison. À l'époque, ce qui pose notamment problème, c'est le contrôle des naissances. Comprenez, les jeunes ne sont pas sensibilisés aux questions de sexualité. Résultat, des bébés non désirés. Extrait de 1960 cette fois, un père de famille pointe la responsabilité des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics faisaient leur devoir, la jeunesse recevrait déjà une éducation à l'école sur le problème sexuel. Et déjà, il y aurait à la base l'apprentissage de cette maîtrise de soi, du corps, cette harmonie, du corps qui est prévu pour l'amour et non pas pour un jouet de l'amour. Grandit alors, dans le débat public, cette question. Si une majorité de Français s'accorde à dire, dès les années 60, qu'il faut parler de sexualité aux enfants et aux adolescents, qui doit s'en charger ? L'école ou la famille ? Réponse d'ado en 1973. Moi, j'aimerais assez qu'on m'apprenne sur le plan scientifique et sur le plan affectif aussi. Parce qu'en général, en 3e, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Enfin, les parents nous l'apprennent sur la question scientifique, ils nous apprennent exactement ce que c'est que l'amour exactement, mais ils ne nous le disent pas sur le plan vraiment affectif, moral. Maman m'a dit qu'elle attendait les questions de moi. Mais moi, j'attendais plutôt de son côté qu'elle m'aborde sur ce sujet-là. Alors, je trouve que c'est assez difficile d'en parler avec les parents. Et votre père ? Papa, j'ose pas en parler avec lui. En 73, justement, le gouvernement saute le pas avec de nouveaux cours inscrits au programme scolaire. Enfin, il saute le pas, mais à moitié, car il s'agit d'information sexuelle et non pas d'éducation sexuelle. Explication du recteur Henri Gauthier. Il s'agit en effet de cours d'information sexuelle, c'est-à-dire de cours scientifiques donnés dans le cadre des programmes de biologie, physiologie, anatomie, et ces cours seront assurés par les professeurs de sciences biologiques qui
étudieront en particulier les fonctions de reproduction. Il s'agit de programmes scientifiques et non pas de problèmes d'éducation sexuelle. Le problème d'éducation reste essentiellement celui de la famille. Le message est clair. L'éducation sexuelle dans les établissements reste quant à elle facultative. Résultat, 12 ans plus tard, le bilan est mitigé. Et ce, malgré l'ajout dans le programme d'informations sur la contraception, l'IVG et les maladies sexuellement transmissibles. Reportage dans un collège en 1985. Alors ici, vous avez les testicules. Premier cours d'éducation sexuelle de l'année pour ces élèves de 14-15 ans. 4 heures seulement inscrites au programme pour toute l'année. Dispensés par les professeurs de sciences naturelles, sans formation adaptée, ces cours d'éducation sexuelle se transforment en cours d'anatomie et de biologie. Pas un mot sur l'acte sexuel ou le plaisir, quelques vagues informations sur la contraception, si le temps le permet. En définitive, ces adolescents en sauront plus sur les souris et les oursins que sur leur propre appareil génital. Il faut attendre, en réalité, une loi de 2001 pour que l'éducation sexuelle devienne obligatoire dans les écoles, collèges et lycées. Illustration en classe, on est en 2002. Mes parents ont fait l'amour 4 fois parce qu'ils ont 4 enfants. Ils ont dû le faire plus souvent que ça. Ils font l'amour même quand ils ne veulent pas d'enfants. Mes parents ont fait l'amour 4 fois parce qu'ils ont 4 enfants. Alors vous en pensez quoi, vous? Non, parce que ils peuvent faire une fois l'amour et avoir 2 enfants. École arménienne de Lyon. Cet après-midi, les CM2 regardent un drôle de dessin animé. Une histoire de grossesse, d'amour et de sexualité. Une base de dialogue avec les éducatrices à la santé, responsables du programme d'éducation à la vie. Notre clitoris, c'est un petit renflement, une zone de plaisir, d'accord ? Objectif, informer, mais aussi faire de la prévention chez les ados, comme l'explique cette infirmière scolaire en 2003. Concrètement, comment je dois faire, comment ne pas me tromper de trou, comment lui dire que je l'aime, comment parler du préservatif. Et c'est vrai que c'est pas du luxe. Écoutez l'interview de cet ado, toujours en 2003, il y a encore du boulot. Je vais plus écouter les filles avec lesquelles je sors. Avant, une fille, c'était une fille comme une autre, je m'en fichais un peu, quoi. Maintenant, je vais plus les regarder comme des êtres humains. Alors ça y est, l'éducation sexuelle inscrite pour de bon et enseignée dans les écoles, collèges, lycées ? Pas tout à fait. 15 ans plus tard, le Haut Conseil à l'égalité pointe l'éducation nationale. La loi de 2001 n'est pas appliquée partout. Sylvie Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le rappelait en janvier 2023. Quand il n'y a pas de cours, quand il n'y a pas d'éducation sexuelle, alors que la loi, il y a 20 ans, avait imposé 3 séances par an depuis le primaire. Ça n'a pas été appliqué du tout. Et donc, les pauvres jeunes garçons et jeunes filles, ils apprennent sur Internet et sur le porno. Une loi pas appliquée, même constat du Conseil économique, social et environnemental qui pointe la, je cite, frilosité des autorités qui souhaitent éviter les controverses. En réponse, l'ex-ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye annonce la même année la mise en place d'un nouveau programme d'éducation sexuelle. Pour la rentrée 2024, le texte, finalement repoussé, vient d'entrer en vigueur en septembre 2025. Soit. Mais que contient ce nouveau programme ? Est-il bien appliqué ? Pourquoi cette question, vieille de 60 ans, peine à être réglée ? Et comment éduquer les enfants à la sexualité ? Tout ça, on en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Maëlle Chaland-Belval, et vous, Gurvan Le Guellec. Déjà, pour commencer, une réaction au récit qu'on vient d'entendre ? Oui, c'est intéressant et étonnant d'entendre ces adolescents et leurs besoins. C'est ça qui me marque, c'est leurs besoins réitérés, redits. En fait, l'éducation affective et sexuelle ne vient pas d'abord d'un programme. Moi, ce que je sens, c'est qu'elle vient d'un besoin, et un besoin qui vient du bas, un besoin qui vient des élèves eux-mêmes. C'est, je pense, une des premières choses que les adultes pourraient peut-être mieux comprendre. C'est pas d'abord une institution, un débat politique, c'est un besoin des jeunes.
Gurvan Le Guellec ? Oui, c'est très bien. On entend effectivement les élèves qu'on entend assez peu, finalement, les enfants, les adolescents dans le débat éducatif. Les adultes se disputent, parfois violemment, sur des sujets comme les VARS. Mais oui, il y a un besoin et on le ressent à travers toutes ces années. Les VARS, je précise, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Pourquoi la loi de 2001 n'a pas été appliquée ? Je pense qu'on était loin du compte parce que les adultes, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, ne s'étaient pas eux-mêmes harmonisés, mis d'accord. La communauté éducative n'avait pas été vraiment mobilisée et encore aujourd'hui, pas formée pour intervenir sur ces sujets. Donc un certain nombre de freins étaient là et heureusement, peut-être, en une vingtaine d'années, une maturation sociale autour de ces sujets. Il y a eu MeToo, il y a le procès de Mazan, il y a les écrans. Voilà. Et donc une mobilisation qui, je pense, aujourd'hui a beaucoup plus de sens pour les adultes. L'éducation nationale a la mauvaise habitude d'être parfois dans le yaka faucon. C'est-à-dire que on édite énormément de circulaires et c'est pas pour autant que ces circulaires sont mises en œuvre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toute une politique éducative censément obligatoire mais qui n'est pas mise en œuvre, notamment dans sa dimension éducative. Donc il y a un vrai problème culturel en fait, pour les enseignants à mettre en œuvre cette politique, qui par ailleurs, en plus, en 2001, n'était pas vraiment très cadrée, pas très définie, beaucoup moins qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les programmes qui ont été longuement travaillés et qui permettent aux enseignants, aux établissements de savoir un peu où ils vont. Et puis, il y a les polémiques à répétition. Vous parliez de ces adultes qui se déchirent sur la question, des rumeurs souvent infondées, répandues par des courants conservateurs, comme en janvier 2014. Ce qui fait polémique à l'époque, ce sont les ABCD de l'égalité, un programme expérimental proposé par le gouvernement pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. Écoutez. Il y a cette rumeur qui enfle, relayée par mails et SMS, appelant à boycotter l'école, et qui insinue que bientôt, des cours de masturbation auront lieu en primaire ou que des transsexuels viendront en classe. La psychose a amené des centaines de familles en France à garder leurs enfants à la maison. Des polémiques comme ça, il y en a eu d'autres, Gurvan Le Guellec. Elles viennent d'où et est-ce qu'elles fracturent un petit peu ou est-ce qu'elles empêchent l'application aussi de ces programmes d'éducation à la sexualité ? Évidemment, elles créent de la crainte quand même dans le monde enseignant qui n'a pas envie de se retrouver lors d'une réunion parents-prof de rentrée avec des parents qui subitement vont venir interpeller. Je l'ai vécu moi-même, une jeune professeure des écoles en lui expliquant, voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va apprendre la masturbation à mes enfants en CP-CE1. C'est effectivement une fake news qui a énormément tourné, nous expliquant qu'en 2014, le gouvernement Valls, avec Najat Vallaud-Belkacem, cherche à mettre en place ces ABCD de l'égalité, on en reparlera, qui cherche surtout à lutter contre les stéréotypes sexuels, les stéréotypes genrés. Et ben on va avoir cette fake news qui va se développée par des mouvements qui sont plutôt des mouvements issus de ce qu'on appelle la réacosphère, catho-traditionnalistes, mais aussi musulmans traditionnalistes, venant défendre ce qu'on entendait tout à l'heure le recteur expliquer que l'éducation sexuelle doit relever des familles et qu'en fait on doit rester sur une information purement anatomique, biologique, et que tous ceux qui relèvent de l'éducation sexuelle devraient rester dans le cercle familial. Donc vous avez ces mouvements-là qui se sont beaucoup mobilisés, qui continuent à se mobiliser. En 2024, on a eu de nouveau, avec des associations qui sont issues de la Manif pour tous, une forte mobilisation au moment de l'élaboration des programmes des VARS, avec de nouveau des fake news, de nouveau une grande pétition qui a quand même réuni des dizaines de milliers de signataires. N'apprenez pas l'éjaculation à nos enfants, mais la division. Et on arrive quand même à avoir des gens qui signent sous un mot d'ordre pareil. Alors, on en vient justement à ce nouveau programme des VARS. Concrètement, ce nouveau programme, prévu dans les écoles, collèges et lycées depuis la rentrée, qu'est-ce qu'il contient ? Est-ce qu'on peut le détailler ? Oui, alors il est très dense, mais pour donner quelques grands thèmes qui sont abordés, on travaille en maternelle sur le respect du corps, le respect de ce qu'on appelle l'intégrité physique, c'est-à-dire, ton corps t'appartient, il est à toi, et il y a des lois qui protègent le corps des petits et des grands d'ailleurs. Et puis, on apprend aux enfants aussi tout ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire la manière d'entrer en relation avec les autres. Donc, elle n'est pas sexuelle, c'est une éducation, une réflexion sur le corps, sur les lois qui protègent le corps, et aussi sur la manière d'entrer en relation avec les autres et de se positionner entre garçons et filles dans la classe. Donc, il y a ce gros socle dans le premier degré.
Donc ça, c'est entre 6 et 10 ans, c'est ça ? Voilà, grosso modo, avec un focus en CM1, CM2 sur la puberté, les changements dans le corps, et puis aussi, qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? Comment je vois venir cette adolescence ? Est-ce qu'elle m'inquiète ? Est-ce qu'elle me réjouit ? Comment m'y préparer ? Et puis après, on passe au collège. Donc ça, déjà, c'est 3 séances par an, obligatoires, assurées par le maître ou la maîtresse. Exactement. Mais en fait, la réalité de terrain, c'est que de nombreux enseignants du premier degré parlent déjà du corps, parlent déjà des amitiés, parlent déjà de la jalousie, parlent déjà des disputes et de la manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Ils ont besoin de formaliser davantage une pratique qui est une pratique souvent partiellement déjà advenue. Par exemple, la mixité garçon-fille est un sujet de travail, ce qu'on fait dans la cour, comment ça se fait que les garçons, comment ça se fait que les filles, et les jeux des uns et les jeux des autres, les alternances, le partage de cet espace social. Voilà, toutes ces questions-là sont déjà explorées, mais parfois d'une manière pas forcément organisée, avec un vrai suivi, une vraie progression. Et c'est ce que le programme, je pense, va permettre dans le premier degré. D'accord. Ça, c'est pour le premier degré, le primaire, grosso modo. On arrive au collège. Au collège, en fait, on continue sur les mêmes thématiques, mais avec la compréhension d'un jeune adolescent. C'est-à-dire le respect du corps, à la fois dans la puberté, dans les relations garçon-fille, la notion de consentement, qui va aller jusqu'en terminale. Qu'est-ce que sont des relations amicales saines ? Qu'est-ce qu'une relation abusive, une relation d'emprise ? Les relations garçon-fille, l'estime de soi. Tout le travail aussi sur l'image du corps et l'esprit critique par rapport à l'imprégnation médiatique. Qui sont tes influenceurs ? Quels sont tes modèles ? Comment tu te construis dans ton corps, dans ta réflexion, dans ton idée sur la sexualité par rapport à tous ces sujets-là ? Et évidemment, il y a un volet aussi prévention des violences sexuelles, mais prévention aussi autour de la contraception et de ce qu'on appelle la responsabilité sexuelle. Être responsable des pratiques sexuelles dans lesquelles tu t'engagerais potentiellement aujourd'hui ou demain. Mais attendez, j'entends, et tout ce que vous me dites, c'est formidable. Effectivement, ça paraît indispensable, mais le programme me paraît extrêmement dense au regard des peu de temps qui doit y être consacré obligatoirement. Je me trompe ? Oui, il est. En fait, le programme est très dense et honnêtement, je ne pense pas que le contenu rentre dans 3 séances. C'est pour ça que cette liberté est laissée et cette porte est ouverte. Faites au minimum 3 séances qui soient balisées, qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse identifier et puis déployer. Et pour ça, dans le second degré, on encourage les enseignants à développer l'interdisciplinarité, la transversalité qui, pareil, culturellement n'est pas tout à fait une manière de travailler de certains enseignants. Donc en EPS, par exemple, en éducation physique et sportive, on peut se dire rien à voir avec l'éducation à la sexualité, mais en fait, on peut travailler évidemment l'estime de soi, l'image du corps, la mixité. Est-ce que c'est mieux d'être entre garçons, d'être entre filles ? Qu'est-ce que c'est que de faire du sport en mixité ? Est-ce qu'il y a des contraintes ? Est-ce qu'il y a... Voilà, comment on vit, y compris la pudeur, les vestiaires. Et finalement, on invite chaque enseignant, quelle que soit sa discipline, à réfléchir sur la manière dont il peut s'approprier une notion du programme et la rejouer dans son enseignement. Et susciter des questionnements chez les élèves. Il y a une vraie différence par rapport à 2001 où finalement on allait souvent chercher des intervenants qui venaient sur des sessions, comme vous disiez, 3 sessions annuelles. Là on a l'idée d'un programme qui est un idéal et qui doit infuser en fait si possible l'ensemble de l'enseignement tout au long de l'année. Au lycée, c'est le même programme qu'au collège ? Quand on est au lycée, on axe beaucoup sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, à nouveau le consentement, mon rapport à la fête, ma manière de consentir ou pas, si finalement on est dans un espace où j'ai pas toute ma raison. Et on réfléchit évidemment beaucoup sur les discriminations et le respect des minorités. Donc l'objectif, on le comprend, ce n'est pas que enseigner la sexualité, la contraception et prévenir des maladies sexuellement transmissibles, c'est aussi aborder toutes les problématiques connexes. Et c'est pas nouveau. Déjà en 2002, les éducateurs et éducatrices en parlaient. Écoutez. Pour arriver à ce que des enfants repèrent des situations à risque ou que des enfants puissent s'exprimer lorsqu'ils ont vécu des moments difficiles, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait sur plusieurs années et que c'est de tout petit qu'on arrive à leur faire prendre conscience de leur corps,
du fait aussi qu'ils peuvent dire non s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils arrivent à repérer des situations et surtout qu'ils arrivent à en parler si par hasard ils vivaient des choses difficiles. Posé en ces termes, l'éducation sexuelle, l'EVARS apparaît comme absolument indispensable, surtout lorsqu'on connaît les chiffres effarants de l'inceste en France, notamment. On en a beaucoup parlé récemment. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette archive-là qu'on vient d'entendre, qui a presque 25 ans, tout était déjà posé, mais la société a mis du temps pour se saisir de ces problématiques véritablement, on a l'impression. Oui. Malheureusement, la notion de consentement s'est imposée médiatiquement depuis assez peu de temps. Je pense qu'en 2002, on en parlait sûrement dans les sessions avec des éducatrices spécialisées sur ces questions, mais ça n'avait pas l'omniprésence médiatique que ça a aujourd'hui. MeToo est passé par là. Et il y a une vraie évolution sociétale et une évolution politique qui suit aussi derrière. Oui, et j'imagine que les professeurs, les éducateurs et tous les professionnels que vous rencontrez, ils ont vraiment besoin d'être guidés. Ça s'improvise pas, cet enseignement-là, cette transmission-là, et c'est pas évident. Ça s'improvise pas parce que chacun de nous, on est fait de notre propre patte, on est fait de notre histoire, notre culture, des tabous. Parce que, quand on a 30, 40, 50, 60 ans, on n'a pas forcément bénéficié de mots. Même dire vulve, pénis, dire des mots masturbation, c'est des mots, si vous voulez, qui parfois n'ont jamais été prononcés dans l'enceinte de la classe dans laquelle on est. Donc on a presque l'impression que ce sont des premières fois. Et pour ces adultes, ils ont besoin de vivre des temps de formation entre adultes, entre eux, pour se positionner, s'entraîner sur ces contenus et finalement ne pas tomber dans le piège qui est de témoigner. Parce qu'en fait, certains enseignants, quand ils n'ont pas très formé et qu'un ado leur dit « C'est quoi le bon âge, monsieur, pour la première fois ?» il est pris de court, il ne sait pas quoi faire, et donc il répond au feeling avec son expérience personnelle. Et en disant, je sais pas, pour moi, 16 ans, c'est le bon âge, en fait. Tu vois, moi, j'ai fait à 15, mais on se dit, au secours, c'est pas ça l'école. Ce qui n'est pas son job, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Donc, pour les enseignants, l'enjeu, c'est qu'est-ce que c'est qu'avoir une posture professionnelle sur ces sujets qui, à la fois, respecte ce que je suis et ma propre pudeur, voilà, et en même temps, soit saine par rapport aux jeunes et pas dans un coming out individuel ou des avis ou le café du commerce. Voilà. Être un adulte responsable et qui plaque pas sur les jeunes sa propre vision du monde, mais les aide à accoucher d'un certain esprit critique et des orientations de vie qui pourront eux-mêmes les rendre heureux. C'est en ça que c'est intéressant les VARS aussi, parce que ça peut être à l'origine d'une évolution pédagogique plus large. L'école française n'est pas, et ça il y a même des inspecteurs généraux qui le reconnaissent, n'est pas très bonne dans le recueil de la parole des jeunes, ni dans la capacité à rebondir sur la parole. Parce que c'est ça qu'on demande, c'est non pas de transmettre un catéchisme qui serait soit conservateur, soit hyper progressiste. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de s'appuyer sur les questionnements des adolescents et des enfants et de susciter un débat encadrant les choses parce que selon les âges, effectivement, il y a aussi des sensibilités à respecter. Alors, il y a le sujet du genre qui cristallise beaucoup de tensions, le sujet de l'égalité des genres. En 2011, il y a eu une polémique après l'ajout d'un nouveau chapitre dans certains manuels de Sciences Nat. Écoutez cette archive et puis on en parle. L'objet du scandale, le voici, le nouveau manuel de Sciences et vie de la Terre, destiné aux lycéens en classe de première. Ces manuels abordent la théorie du genre, selon laquelle l'orientation sexuelle ne se réduit pas à un héritage biologique, mais relève aussi d'une construction sociale. En d'autres termes, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. Nous sommes dans le cadre de Sciences et vie de la Terre, donc du scientifique. Et on nous sort une théorie philosophique là au milieu, une théorie fumeuse, soit, mais je ne vais pas rentrer sur le fond de cette théorie, je vais simplement dire que c'est une théorie philosophique, alors qu'on est dans le scientifique. Nous, ça nous dérange. Dixit le député UMP Richard Maillet, ça avait enflammé certains milieux conservateurs et alimenté les rumeurs. 15 ans plus tard, on en est où sur cette question très clivante ?
Il y a quand même des questionnements assez forts qui émergent dans notre jeunesse. Et la question est de savoir jusqu'à quel point on accompagne à l'école ces questionnements. Moi, j'ai connu une école où les questions d'identité, de genre ou d'orientation sexuelle n'étaient pas du tout abordées. Alors, on va travailler sur l'égalité, on va travailler sur la complémentarité éventuellement entre les hommes et les femmes, mais l'idée d'une fluidité, d'une identité qui se construit de manière un peu mouvante éventuellement, et des questionnements que ça peut susciter, la normalisation, la banalisation de ces questionnements, ça c'est quand même, je crois, effectivement contesté par beaucoup de gens, et ça explique les réticences notamment de l'enseignement catholique et des évêques de France vis-à-vis des programmes des VARS, parce que précisément cette construction de l'identité sexuelle qui serait davantage acquise que donnée, vient quand même contredire la vieille vision sexuée des rapports hommes-femmes. Et je crois que ça explique une partie des réticences, au-delà des milieux purement conservateurs, une partie des parents qui sont quand même inquiets sur ces questions. Même dans des milieux assez progressistes, il y a encore des éducations assez stéréotypées des petits garçons et des petites filles, sans en être forcément conscients. On se rend compte que le rapport à la compétition, le rapport à la prise de pouvoir, à la prise de parole, n'est pas géré pareil avec les petits garçons et les petites filles, avec des vraies conséquences sur l'orientation, sur les résultats aux examens, sur la présence des filles dans les filières dites d'excellence menant au poste de pouvoir. Donc il y a une réflexion qui vient infuser ces programmes des VARS et qui, là, à mon avis, devrait générer un petit débat de société, mais qu'on a tendance un peu à escamoter parce qu'on se dit qu'effectivement, c'est pas consensuel. Concrètement, qu'est-ce qu'il contient concernant la question du genre, le nouveau programme là en vigueur? Certains politiques ont dit qu'il était trop woke. Oui, il contient déjà une définition. Et puis, la protection des droits, le rappel de la loi. Parce que c'est un minimum de ne pas permettre des propos homophobes qui ne sont pas juste de l'ordre d'une opinion dans un débat d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Après, la dimension plus réflexive de ce que ça peut impliquer et la réflexion plus politique ne sont pas très déployés. Le minimum vital, c'est de savoir de quoi on parle, de l'autoriser dans les parcours individuels et d'avoir un profond respect de ces itinéraires et de ces questionnements chez les jeunes. Le nouveau programme est mis en place donc depuis la rentrée 2025. J'imagine que c'est encore trop tôt pour dire si c'est bien appliqué. Ah oui. Ah oui. C'est le début. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette fois, ça va être bien appliqué par rapport à la loi de 2001 ? C'est une excellente question, Théophile. Il y a des programmes, donc ça s'impose, normalement. Donc les inspecteurs, ils auront la contrainte d'aller vérifier que dans ce qu'on appelle le déroulement pédagogique des enseignants, eh bien, cette problématique de l'éducation à la vie affective est vraiment traitée. Vous, sur le terrain, est-ce que vous avez plus de demandes de formation, Maëlle Chaland-Belval ? Oui, on a beaucoup de demandes de formation. Donc il y a le contrôle et le pilotage, qui sont des outils politiques nécessaires. Mais il y a aussi la formation qui est une forme d'empowerment. Vous voyez, parce que quand on est motivé pour le faire, on se dit, moi je trouve que c'est une super idée. Par contre, j'ai jamais enseigné que ma discipline. J'ai besoin de formation. Je vais pas m'improviser sur les relations saines ou toxiques. Je me sens très mal à l'aise de parler de la première fois. La demande de formation est très importante. Donc si on veut se donner les moyens, comme il est écrit dans les textes, de les mettre en œuvre, on a absolument besoin, avant de contrôler et de prendre les professionnels à la gorge, de leur donner les moyens en dotation horaire, en formation. Et on félicite et on souhaite bien du courage à tout ce corps enseignant qui est fondamental pour notre éducation commune. Je voudrais terminer cet épisode avec cette archive. Elle date de 1972. Un médecin parlait d'éducation sexuelle. Écoutez. Je pense que si les gens ressentent, comme on leur a appris, que l'acte sexuel est quelque chose de sale et de répréhensible, ils n'osent pas en parler. Mais que, à partir du moment où on considère que c'est une activité humaine absolument privilégiée et tout à fait remarquable et extraordinaire, tant au point de vue des relations humaines proprement dites que de la biologie, si on aborde ces problèmes-là de façon détendue et que ça entre dans le cadre général de l'instruction que nous donnons à nos enfants. Pour moi, l'information, elle doit venir au fur et à mesure, autant dans la famille
qu'à l'école, pourquoi arrêter l'histoire naturelle à la ceinture ? Je voulais terminer là-dessus, une archive qui a plus de 50 ans, mais qui, je trouve, résume assez bien les tenants et les aboutissants de ce sujet-là. Pourquoi et comment éduquer les enfants à la vie affective et à la sexualité ? À quoi ressemble ce nouveau programme d'éducation sexuelle en vigueur depuis la rentrée ? On a les cartes en main pour y voir plus clair. Grâce à vous, Maëlle Chalon-Belval, présidente de l'organisme de formation professionnelle spécialiste de l'éducation affective et sexuelle Comitis, et grâce à vous également, Gurvan Le Guellec, journaliste éducation au journal Le Nouvel Obs. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires, à vous abonner et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.